André Gorz, de son vrai nom, Gérard Horst, était connu comme journaliste et philosophe, comme ami et proche de Jean-Paul Sartre, avec lequel il cofondera le Nouvel Observateur. Le spectacle de David Gesselson est construit autour de l'adaptation théâtrale de Lettre à D, qui avait pour sous-titre Histoire d'un amour, bouquin publié en 2006 qu'André Gorz dédia à sa femme, Dorine, avec qui il passera les 60 dernières années de sa vie. Le bilan tendre d'une passion et la confession d'une vie qu'ils nous livrent en nous recevant chez eux. Pour finir, vous dire que Laure Matisse et David Gesselson ne sont pas deux grands comédiens. Ils sont juste immenses et magnifiques. Bienvenue chez eux, Images. Bonsoir. Vous pouvez poser vos affaires où vous voulez. Et vous pouvez aller vous servir un verre à boire si vous voulez. Du jus d'orange. Servez-vous, faites comme chez vous. Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Pas la peine de chercher un prénom. Je suis Dorine, je suis l'épouse de Gérard qui est là. C'est Gérard ? Pourquoi est-ce que ce sont eux qui devraient être témoins de ça? Pourquoi est-ce qu'ils devraient légaliser notre amour? Puis dans le fond, si t'es très honnête... Tu te tais! Tu pourrais jurer que tu... Je ne parle pas de politique, là, Gérard. Là, tu m'écoutes. Là, je ne te parle pas de politique, je te parle d'une alliance. Tu entends ce que c'est, une alliance? Bon, Jacques Bonafé, l'interprète inspiré de Cafouniette, Attraction pour nos banquiers, de Prénom Carmen de Jean-Luc Godard au cinéma, ou encore de Monseigneur Poilot dans la série d'Arte Ainsi soit-il, ou plus récemment ici dans le Cadoc de Jean-Michel Ribes, nous revient avec son Laurel et Hardy. Authentique monument théâtral, Laurel et Hardy, c'est un match sur les mots, sur la langue. Un déluge absolument drôlatique et jubilatoire organisé autour des écrits du grand poète belge Jean-Pierre Verhagen. Je vous laisse avec Jacques, il va vous en dire quelques mots. D'où ça vient, Laurel et Hardy? C'est un spectacle qui a déjà été joué il y a quelques années. À l'époque, était parti d'une allocution d'un candidat en campagne. Et de nouveau, étant donné le climat des élections, je suis en campagne. Je vais essayer de me battre. Par rapport aux performances d'avant, de réussir à me vaincre moi-même. J'étais pas mauvais dans les performances, dans les éditions précédentes, mais cette fois-ci j'ai l'intention de me mettre à plat de couture, de me présenter contre moi-même et de réussir dans le prochain Laurel et Hardy à épater tout le monde. Ce discours qui est un discours sur les discours et qui est une invention issue des textes de Jean-Pierre Verhagen, qui permettent à un moment, par exemple, si vous prenez un bout du manifeste Cochon, tout dire, tout parler, oser, tout écrire, tout sembler réussir pour mieux finir par tout rater, tout échouer et en rire, tout oser. Vous voyez que quand même c'est tout un programme. Au mois de décembre, et dans le cadre de notre temps fort Deus Ex Machina, vous aurez la possibilité de voir deux formidables comédiens incarnant deux personnes ayant réellement existé. Tout d'abord Galilée, interprété par Philippe Torreton, puis Saint-François d'Assise par Guillaume Gallienne, sociétaire de la Comédie Française. Ces deux pièces sont l'œuvre de deux grands auteurs ayant en commun de porter leur regard sur les plus démunis, mais aussi deux anticléricaux notoires, Bertolt Brecht et Dario Fo. À travers ces deux grandes pièces, ce n'est pas la religion en tant que telle qui est attaquée, mais le pouvoir abusif et l'obscurantisme d'une certaine Église face à un monde qui change inexorablement au fil des siècles. Ce spectacle a été un véritable succès public lors de sa création. Si Philippe Torreton incarne à la perfection Galilée, cette pièce, c'est aussi l'affaire d'un théâtre de troupe, car il est accompagné au plateau par 10 comédiens et comédiennes formidables qui incarnent les quelques 40 personnages de la pièce. Claudia Stavisky a opté pour une mise en scène au service du texte, et c'est absolument limpide. On est totalement captivé par les démonstrations scientifiques de cet homme qui fut avant tout jouisseur de la pensée et de la bonne chair. Il m'arrive de penser que je pourrais être enfermé 10 bras sous terre, dans un cachot où nulle lumière ne pénètre plus, si j'apprenais en échange ce que c'est la lumière. Et le pire est que ce que je sais, je suis obligé de le dire à d'autres. Comme un amoureux, comme un ivrogne, comme un traître. C'est un vice absolu.
conduit au malheur. Combien de temps vais-je pouvoir crier dans le noir? Telle est la question. Guillaume Gallienne, en ambassadeur, est ici seul en scène dans le cadre de ce que la Comédie Française appelle les Singulis. La devise de la maison de Molière, Simul et Singulis, signifie être ensemble et être soi-même. Les Singulis, ce sont donc des textes portés par un seul comédien, souvent un livre qu'il a dans sa poche ou sur sa table de nuit et qu'il a à cœur de partager avec les spectateurs. Avec les mots de Dario Fo, prix Nobel de littérature, Guillaume Gallienne incarne donc Saint François. Sur un plateau nu, il donne vie à ce récit truculent d'un homme libre, un saint pas vraiment comme les autres, un hymne à la vie, aussi spirituel qu'indispensable. C'est donc la vie de Saint François d'Assise racontée par Dario Fo d'une façon extrêmement irrévérencieuse, insolente, assez anticléricale. Dario Fo était donc prix Nobel de littérature, un Italien communiste. C'est pas aujourd'hui un manifeste politique, quoique ça en a quand même encore la saveur, mais c'est vraiment une fresque dans laquelle je joue au moins une trentaine de personnages, si ce n'est plus. Donc ça me fait plaisir d'aller la trimballer. Le rire, c'est une façon polie de faire passer du profond sans paraître arrogant ou prétentieux. En tout cas, c'est comme ça que je le vois moi. C'est une politesse, le rire. Venez voir. C'est l'histoire d'un naufrage, d'un abîme, d'une démonstration terrible que la croyance peut vous rendre aveugle. Seule en scène, Emmanuelle Hiron, elle sera nominée au Molière pour son interprétation du texte de Marine Bachelot-Nuyen, donne la voix à la confession d'une mère, pharmacienne dans une grande ville de province, qui va épouser petit à petit la cause des catholiques traditionnalistes, de la manif pour tous, ou des manifestations de Civitas pour empêcher la représentation d'un spectacle blasphématoire à ses yeux de Romeo Castellucci. Pour David Gauchard, le metteur en scène, le fils raconte sans jugement, sans condamnation, sans indulgence non plus, l'aveuglement de cette femme, de cette mère qui ne verra pas grandir la détresse de son fils, pas plus que l'imminence de son suicide. Franchement, exceptionnel et salutaire. Je vous laisse regarder. La messe du dimanche reste un rituel partagé. L'endroit où la famille est unie, inébranlable. Dans les allées et à la sortie de l'église, elle aime qu'on la voie avec ses deux grands-fils, 17 et 19 ans. Pharmacienne, mais aussi mère. Cyril, il a tout pour faire craquer les filles, mais reste discret sur sa vie amoureuse. Elle n'arrive pas à le percer. Je suis celle qui, un soir de novembre, a quitté la pharmacie un peu plus tôt, bénédiction de mon mari pour rejoindre la manifestation. Cyril n'a pas voulu venir. Un exposé important à préparer avec Thomas. Elle se demande souvent comment elle a glissé. Le metteur en scène, Didier Ruiz, est connu pour son théâtre documentaire et sociologique. Les personnes qu'il met en scène ne sont pas des comédiens professionnels comme Philippe Torreton ou Guillaume Gallienne, mais des gens comme vous et moi. Dans le cadre du temps fort, Deus Ex Machina, il nous a semblé important de vous présenter le dernier volet de sa trilogie, faisant le portrait de personnes engagées dans des convictions pour atteindre leur liberté. Au plateau, 7 parcours spirituels dans différentes religions. On y verra des chrétiens, musulmans, chamans, juifs, bouddhistes. Ils nous parlent à tour de rôle de leur quotidien, de ce que leur religion leur apporte dans leur vie privée, professionnelle ou sociale. Pas de discours exalté, mais une parole tranquille sur ce qui les a rendus libres, nous disent-ils. La lumière était très belle, l'air doux, ça sentait bon l'herbe. Et à ce moment-là, je me vois sortir de mon corps. Mais un soir, comme d'habitude, je lisais, et tout d'un coup, j'ai senti mon cœur s'embraser. Mon châle de prière tout neuf sur mes épaules. Je me dirige magistralement vers l'estrade où se trouve posé sur l'autel le rouleau de Torah qui sera ouvert sur la section que je vais avoir à lire. On était tous dans la même pièce.
Contrairement à la majorité des mosquées, qui justement écartent les femmes de la grande salle de prière. À la fin de cette prière, ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, c'était comme si j'avais prié pour la première fois.